Vient-on t'expliquer dehors? Il y a environ 6-7 ans, je vous ai fait une vidéo sur le premier film Superman réalisé par Richard Donner. Je l'ai réécouté avant de faire cette vidéo pour voir ce que je vous disais dedans, et franchement, j'en suis encore fier. J'ai dit pas mal de trucs super cool, ça tombe bien, c'est Superman. On va s'attaquer maintenant à Superman 2, la suite. Donc, il y a des choses qui vont être reprises un peu du premier, mais allez la voir, c'est important pour comprendre cette vidéo. Superman, est-ce que tu m'entends? Superman, où es-tu? Qui est ce Superman? Vous le saurez très bientôt. Et alors ce sera pour... Superman, viens m'affronter si tu l'oses. Je t'en défie. Viens, soumets-toi et tombe à genoux devant Zod. Superman 2, sorti en 1980, réalisé par Richard Lester. Un film qu'il est difficile d'aborder parce que, depuis, on a eu le droit à ce qu'on appelle la Donner's Cut, donc le montage de Richard Donner, sur le même film. Donc, un réalisé par Lester, un par Donner. Bon, on va essayer de revenir un petit peu à la base. On rappelle que, à la base, les producteurs, donc, ils voulaient faire 2 films Superman tournés en même temps, ce qui déjà posait des petits soucis au niveau des contrats avec certains acteurs et autres, mais c'est ce qu'ils avaient prévu pour économiser de l'argent. Ils avaient prévu un réalisateur qui n'a pas pu faire le film pour une question de visa, donc c'est Richard Donner qui s'est retrouvé là. Donc, précisons que Richard Donner n'était pas le réalisateur que voulaient absolument les producteurs de ce film. Richard Donner, il a réussi à faire esprit de groupe avec tous les acteurs, les réalisateurs, enfin le réalisateur c'est lui, je veux dire les acteurs et toutes les personnes sur le tournage, pardon. Il a réussi à faire que le film ait un esprit de groupe, et surtout, il a voulu insuffler quelque chose d'un petit peu particulier. Il n'a pas voulu en faire un film pour enfants. Il a voulu donner du caractère au film, en faire quelque chose de plus mythologique, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus réussi. Et il a poussé dans ce sens-là. Alors, il n'a pas pu tout faire dans ce sens-là, évidemment, puisque il y a quand même des producteurs et des gens derrière pour commander, d'où peut-être la deuxième partie du premier film, où on est plus déjà avec plus d'humour, un petit peu bizarre et tout ça, mais voilà. Ça, c'était le principe. Les producteurs étaient pas contents parce que Richard Donner, justement, il mettait trop de temps à tourner, et puis le budget il s'envolait et tout, et au bout d'un moment, les producteurs, ils étaient plus très sûrs que faire 2 films et tout ça, ça allait être rentable. Alors les producteurs, ils ont dit bon, ça suffit, là, on a tourné assez pour le premier film, lance le premier film. Même si t'as pas réussi à tourner la fin et que tu dois prendre la fin de ton histoire, donc du deuxième pour la mettre à la fin du premier pour trouver une fin, voilà, on arrête là. Mais voilà, le film sort au cinéma et c'est un carton intersidéral, mais sur Terre, un carton qui va changer à jamais les comics, l'image des comics, qui va lancer des acteurs, qui va être le premier grand boom du cinéma de super-héros. Pourquoi? Parce que la vision de Richard Donner, on a fait un film tout public, y compris pour les adultes qui veulent voir quelque chose de plus que, grosso modo, une influence du Batman des années 60. Rappelons vite fait, première vidéo, qu'on était à l'époque encore du Silver Age, l'âge d'argent dans les comics, où le personnage de Superman était très enfantin et il sortait un nouveau pouvoir quand on voulait. Voilà, bref, ça c'est le premier film. Avec ce succès, Richard Donner, il a dû se dire, bon c'est bon, ils vont arrêter de m'embêter maintenant, je vais pouvoir finaliser le tournage du 2, qui était déjà à 75%, je vais pouvoir finir le tournage du 2, je vais être soutenu, je vais peut-être même pouvoir refaire de petits trucs, qui sait, Sauf que, comme je vous ai dit, il y a eu des tensions entre les producteurs et le réalisateur, et c'était pas un réalisateur qui voulait absolument. Donc Richard Donner a été viré. Et Richard Lester, qui était producteur non crédité sur le premier film, qui servait en fait de passerelle entre Richard Donner et les producteurs, puisqu'il y avait des tensions, c'est lui qui faisait le pigeon voyageur, c'est lui qui transmettait les messages, c'est lui qui est mis comme réalisateur. Donc, il va non seulement finir le tournage, mais il va aussi retourner des parties qui étaient déjà tournées. Pourquoi? Pour supprimer le nom de Richard Donner, pour qu'on puisse dire que le film est réalisé par Richard Lester. Et oui, parce que vous le savez, aux États-Unis, le taux de pourcentage d'images que vous utilisez dans un film indique quel réalisateur l'a réalisé, ce qui est logique. Donc voilà.
pour que ce soit signé par Richard Lester. D'après ce que j'ai entendu dire, Richard Lester, qui s'entendait plutôt bien avec Richard Donner, lui a proposé de co-signer le film, mais Richard Donner a refusé. Ce changement a provoqué un cataclysme assez méchant dans la production. On peut commencer par parler de Marlon Brando, qui est totalement absent du deuxième film. Alors Marlon Brando, lui, il avait signé pour un film, hein, comme je vous ai dit, hein, astuce de signature, et il s'est dit, on voulait faire 2 films. Mais on se rappelle que Marlon Brando, malgré ses Marlon Bronade, on va dire, eh ben, il avait fait corps avec le projet, avec Richard Donner. Et, en sachant que Richard Donner, en plus, avait été viré, il a dit, je refuse de tourner une scène de plus ou quoi que ce soit. Et si j'apparais dans le second film, vous me payez le double, parce que c'est 2 films, pas 1. Vous le savez, dans la version cinéma, Marlon Brando n'apparaît pas. This crystal chamber has in it the harnessed rays of the red sun of Krypton. Tu devras vivre à l'égal des mortels, semblable à ta future femme. Dans cette cage de cristal. Il y a eu un autre cas similaire. Gene Hackman, qui, lui, ben, il avait aussi déjà tourné ses scènes pour le 2, hein. Par contre, il a absolument refusé, à cause du départ de Richard Donner, de tourner une scène de plus. Il a complètement refusé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous remarquerez dans le film, que le personnage de Lex Luthor est présent, mais que à des moments, on voit des montages, en fait, il y a des doublures de dos, ou alors des doublures voix pour ajouter des petits trucs et des machins. C'est assez subtilement bien fait dans le montage, mais ça se voit. Mais c'est pas tout. Christopher Reeves, le Superman, est pas content non plus, parce qu'il doit retourner des scènes et autres. Alors, bon, ils sont obligés de l'avoir pour faire la suite du film, donc ils le payent plus, et lui, il demande d'avoir un petit droit de regard sur le texte et sur ce qui doit être tourné. Lol. Mais c'est pas tout. Margot Kidder, pareil, elle aussi, elle est pas contente parce qu'elle doit refaire, etc., etc. Bref, autant le dire, ça a posé un sacré bazar, et le résultat final du film s'en ressent non pas juste du changement de réalisateur, mais aussi, comme je vous ai dit, des absences des acteurs, etc., etc. Alors, le problème principal étant surtout que le réalisateur, lui, il a une vision totalement tout autre. Là où Richard Donner a visé un film mythologique, un film un peu adulte, Richard Lester, lui, il a une vision totalement différente du film. Voici une citation du réalisateur. Il avait un côté David Lean, une dimension très empathique. Ce côté épique n'est pas dans ma nature. Mon travail ne va pas du tout dans ce sens. C'était sa vision, pas la mienne. Je suis quelqu'un de plus excentrique. J'aime m'amuser de façon un peu idiote et imprévisible. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est honnête. C'est-à-dire que le monsieur, il vient avec ses intentions et il les assume. Qu'il dise qu'il n'a pas la même vision que Richard Donner, c'est logique, mais par contre, ben, on voit ce que ça donne, quoi. Hein, je veux pas être méchant, on voit qu'il a prévu d'en faire une pantalonnade. Et là, on parle du 2, qui avait déjà une grande partie déjà tournée, un scénario déjà établi, mais quand viendra Superman 3, là, ce sera le drame. Mais, comme je vous ai dit, d'autres acteurs se sont plaints, entre autres Margot Kidder, qui, elle, a déclaré « J'ai passé plusieurs semaines assise dans ma loge à écouter de la musique, à lire Hunter S. Thompson, George Orwell et de la littérature française. Je répondais à mon courrier, je travaillais sur un scénario, je m'occupais des papiers de mon divorce, et de temps en temps, on venait me chercher pour aller sur le plateau. J'allais et je disais quelques répliques du genre « Oh, Superman, Superman, Superman !» Elle est bien l'imitation, dites-le. Et hop, je repartais dans ma loge, j'étais donc très bien payé pour ne rien faire, mais j'étais aussi très malheureuse, et Richard Donner me manquait beaucoup. Et d'ailleurs, ça se constate aussi au niveau des acteurs, parce que bah, ils ont changé un peu de physique. Elle, Margot Kidder, elle est plus maigre, on sait qu'elle a mal fini, on sait qu'elle a eu des addictions, peut-être déjà le début, elle parle de son divorce. Bref, ça respirait pas la joie, tout ça quand même, faut dire les choses comme elles sont. Et la musique très importante et emblématique que John Williams a faite pour ce film, et ben en fait, on retrouve le même problème. Qu'est-ce qui se passe? John Williams rencontre le réalisateur, hein, il voit le premier montage, ou un des premiers montages, ou peut-être même le montage final avec le réalisateur, je ne sais pas, mais en tout cas, il voit une version du film en discutant, et il le regarde et lui dit écoutez, ça va pas le faire. Je vais pas pouvoir travailler sur ce film. J'ai pas le temps. Officiellement, c'est une question de calendrier, mais on sait que il a vu le film et il a fait ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils engagent Ken Thorne. Ken Thorne, vous regardez sa filmographie, on va pas se mentir, il y a pas grand-chose d'incroyable ici.
Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend les thèmes déjà composés par John Williams, il compose rien de nouveau, il fait des réarrangements, il adapte un petit peu, mais il ne compose rien de nouveau, et surtout, et ça se ressent, comment dire ça, l'orchestre qu'il utilise, etc., est clairement d'un niveau moindre, et ça s'entend. Ça s'entend quand on écoute le générique du film, que la musique, c'est la même, mais en moins bien. Et comme si, vous savez, quand on écoute le même son, mais que c'est pas avec la même qualité, vous savez, bah c'est pareil. C'est comme si c'était la musique de Superman avec une qualité moindre. Et ça pendant tout le film. Et on peut regretter, parce que John Williams, il a aussi un truc qui est très fort, c'est que non seulement il compose des musiques de films fous, hein, mais en plus, quand il fait une suite, parfois il arrive à rajouter des trucs de fous. Je pense à La Marche Impériale, évidemment. Je pense à certaines musiques dans Indiana Jones, dans le 2, dans le 3, il compose des trucs de fous par-dessus, alors que tu dis, mais si tu veux rajouter au premier film... eh ben il te le fait encore. Et ça, on l'a pas du tout dans ce film. Il manque justement de Marche Impériale, il manque peut-être quelque chose pour les méchants du film. Et c'est vraiment dommage. Alors la musique reste super, incroyable, géniale. C'est la musique de Superman, c'est une des meilleures musiques de film qui existent. Elle est iconique, elle est tout ce que vous voulez, mais elle est quand même au rabais. Le film sort et reçoit des critiques plutôt négatives de la part des fans du premier, qui justement voient la chose descendre, être beaucoup plus enfantine et tout ça. Le film gagne quand même pas mal d'argent, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. En fait, tout est à l'image de l'histoire de ce film, de la musique, des acteurs, du générique du film. Bon, la qualité visuelle aussi a descendu. Enfin, tout est un peu plus bas dans ce film. Mais malgré tout, c'est un film qui mérite quand même qu'on se tourne, parce que il a aussi été réhabilité avec les années, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est un film culte. Bon, je l'avais déjà fait dans la vidéo précédente, mais il faut encore souligner, c'est très important, le travail aussi de Christopher Reeve. Parce que, même s'il n'est pas content de revenir, Christopher Reeves, il incarne un Superman qui est quand même incroyable, que ce soit au niveau du visuel. Je veux dire, qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il est beau, ce salaud, hein. Qu'est-ce qu'il est beau gosse, qu'est-ce qu'il porte bien ce costume, qu'est-ce qu'il arrive à dégager exactement cette sensation de force, mais de sympathie en même temps. Je pense que vous êtes arrivé. Cette force qui te protège, que tu as envie d'être avec lui. Et donc, il est parfait pour toute la partie romantique du film, toute la partie héroïque du film, la manière dont il se mouvoie, de la manière dont il bouge dans son costume et tout ce qui va avec. Et même quand il fait Clark Kent, c'est peut-être exagéré, mais il le fait tellement bien. Oui. Alors voici quelques gadgets. Et je veux dire, c'est très important. Ce film repose aussi parce que cet acteur arrive à ne pas tomber dans le ridicule voulu du coup par Lester. Il arrive à garder une certaine direction dans son jeu et dans sa manière de faire, qui fait que le film ne tombe pas dans le ridicule. C'est pas le seul responsable, mais c'est très important de signaler et de rappeler l'importance de Christopher Reeves dans l'imaginaire des gens par rapport à Superman, comme je vous ai dit, important dans les comics, dans le cinéma et dans tout ce qui va avec. Le film traite de sujets très intéressants, et entre autres, celui central de « Est-ce que Superman peut avoir une vie amoureuse ?» Je le sais, les fans de comics et d'autres versions de Superman, comme par exemple l'excellente série Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, vont me dire que oui, d'ailleurs, Superman dans les comics, maintenant il est marié à Lois. Je rappelle, on n'est pas à cette époque-là. Hein. Superman 2 sort en 1980, après des reshoots et des retournages et tout ce qui va avec, hein, tournage supplémentaire. On n'est pas du tout dans cette époque-là, on est dans l'époque où chaque épisode est un épisode autoconclusif et dans lequel il faut reprendre à partir du point de départ, hein. Donc le fameux statu quo que certains gueulent, qui n'est pas forcément un défaut, c'est juste que c'est une autre vision de raconter les histoires.
Et ce Superman va poser cette question, d'une manière un petit peu particulière certes, mais il va quand même poser cette question. Alors tout d'abord, on peut constater que, quelle que soit la version, version Richard Donner Scott ou version cinéma, Superman doit abandonner ses pouvoirs pour pouvoir être en couple. Dans les versions actuelles de comics et tout ça, c'est pas le cas. Mais à cette époque, c'était une vision des choses. Un peu comme un moine. Je rappelle que Superman, c'est quand même un tout petit peu christique sur les bords, hein, le premier film, hein, vidéo. Donc, il y a cet aspect de si je me comporte en être humain, je dois être complètement un être humain. Je dois lâcher ce côté surveillant, gardien de la planète. Voilà. Alors, il y a un truc assez intéressant, parce que je sais qu'il y a eu pas mal de discussions là-dessus, sur comment on ferait Superman quand il fait l'amour, quand il se lâche, quand ça... Enfin bref, hein, voilà. Et c'est assez intéressant, parce que donc la version Richard Lester, il fait l'amour après avoir perdu ses pouvoirs, et dans la version Donner Scott, il le fait avant. Voilà, à vous de choisir. C'est de l'ordre du détail, mais à vous de choisir. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la version Donner, il fait d'abord l'amour, et là, il se dit, ouais, celle-là, celle que je veux, donc je laisse mes pouvoirs. Et dans l'autre, il perd ses pouvoirs et il fait l'amour. Et c'est important parce que Lois fait l'amour avec lui, et on va voir qu'avec ce qui va arriver tout de suite, c'est assez intéressant. Donc, déjà, Superman perd ses pouvoirs. Et Superman va s'en rendre compte rapidement, déjà que son pouvoir, il n'est plus lui-même, il n'est plus ce qu'il est, il ne peut pas être ce qu'il est dans la vie de tous les jours parce que forcément, on va pas te laisser, tout simplement. La scène de bagarre dans le bar, c'est ça que ça représente. Et surtout, il se rend compte que les méchants sont là et qu'il a été égoïste. Il a été égoïste, il s'est concentré sur lui-même, sur ses envies, au lieu d'accomplir sa mission de sauveur de l'humanité. Et donc, il décide de retourner récupérer ses pouvoirs, et vous remarquerez que quand il part, Lois ne le suit pas. Et là, il va récupérer ses pouvoirs. Je profite pour placer la récupération des pouvoirs qui, dans la version Leicester, m'a toujours paru un peu... dans le sens, tu perds tes pouvoirs, il y a tout qui est détruit, puis voilà, hein, t'arrives, tu retrouves le cristal vert, et puis bon, à partir de là, tu peux le faire. La version Donner est un petit peu plus logique, parce que le personnage de Marlon Brando réapparaît, et il lui dit... j'étais sûr que t'allais revenir, hein, que t'allais commettre une erreur, et que t'allais revenir pour justement réparer ça. Par contre, t'as commis une erreur, c'est que maintenant que tu fais ça, ma vision, enfin cette représentation dans l'ordinateur qui est là, elle ne peut plus exister. Donc je te rends tes pouvoirs, ça je peux le faire, mais c'est tout ce que je peux faire. Après ça, c'est tout est détruit, il n'y a plus rien. Au passage, hein, dans la version d'honneur, on voit qu'il lui pose la main sur l'épaule pour lui rendre ses pouvoirs. Dans l'idée d'origine, il devait se toucher les doigts comme ça, comme dans le fameux tableau que vous connaissez de Michel-Ange, soulignant encore une fois le principe de Jor-El c'est Dieu, Superman c'est Jésus, etc., l'aspect hyper christique de la chose. Et Superman reprend ses pouvoirs pour sauver l'humanité. Ce qui nous amène à une autre question, c'est est-ce que Superman aurait pu vivre l'amour avec Lois tout court? Alors là, il y a une question très importante qui vient se greffer, et que le film touche un petit peu, c'est combien on a de personnages dans celui qu'on appelle Clark Kent Superman. Parce qu'il y a le Clark Kent, on va dire, civil, avec son chapeau, ses lunettes, qui fait des gaffes partout. Ok. Salut Alice. Il est ravissant ce petit chemisier, il vous va... Oui, tout à l'heure, Clark, tout à l'heure. Il y a Superman, le super-héros qui sauve les gens. Il y a, on peut dire, le Clark Kent d'origine, celui qui a grandi à la campagne, qui ne porte pas de lunettes parce qu'il n'en a pas besoin, qui évidemment cache ses pouvoirs, celui de Smallville, la série si vous préférez, celui qui dans la forteresse de solitude, quand il n'a pas son costume, en tout cas dans la version d'honneur, il parle avec son défunt père, etc., etc. Donc bon, là je parle de Marlon Brando. On a ce Clark Kent là, qui est en fait, on pourrait dire, un mélange des deux, parce que il y a un grand débat. Qui est le vrai Superman? Pour certains, Superman en lui-même, c'est quand il a son costume, et c'est là où il est lui-même. Mais en même temps, il cache son identité et tout d'une certaine manière, donc il est peut-être pas à 100% lui-même non plus. Le Clark Kent qui fait des bêtises, c'est pas lui, celui-là, ce Clark Kent-là, oui, c'est peut-être lui le vrai. Mais en même temps, on le voit à peine, et en fait, Superman est toujours en train de cacher son identité. Donc ça pose déjà cette petite question, quel est le vrai Clark Kent? Et surtout, Lois Lane, de qui est-elle amoureuse? Elle est amoureuse de Superman, celui avec le costume qui vole, hein. Et on voit que le Clark Kent, elle le maltraite, elle le prend de haut et le rejette et le prend vraiment pour une merde.
Souviens-toi de ceci, tu ne m'es pas indifférent. Tu es sûr? Certaine. En particulier si tu m'apportes un hamburger. En effet, c'est pas vraiment lui non plus, c'est pas vraiment le vrai personnage, le Clark Kent Superman, c'est pas vraiment lui, mais elle le maltraite. Et quand il lâche ses pouvoirs pour devenir, on va dire, une espèce de Clark Kent d'origine, comme je disais, celui de la campagne et tout ça, mais sans les pouvoirs, au début ça a l'air d'aller, mais quand il se fait frapper lors de dans le dîner, qu'est-ce qu'elle lui dit? J'ai pas besoin d'un garde du corps, j'ai besoin de l'homme que j'ai aimé. C'est quoi cette réplique? Mais c'est quoi cette réplique de merde? Oui, je sais seulement. Il n'est pas là. Morale de l'histoire, ça dure 30 secondes dans le film, Superman repart tout seul chercher ses pouvoirs. Et pour moi, c'est évident. C'est évident. Lois Lane est amoureuse d'une image. Elle est amoureuse d'un fantasme. Et Superman, dans ce film, c'est ça qui est important, il a succombé à cette envie humaine de croire à une possibilité de fantasme. Vous voyez, il avait envie. Qu'on me donne l'envie. Vous voyez, l'envie d'aimer. Il a envie d'aimer. Vous voyez, il avait envie. Mais il se rend compte que ce n'est pas possible parce que Lois Lane n'est pas amoureuse de lui. Et parce que lui, c'est un mélange de toutes ses personnalités. Et ce n'est pas de ça dont elle est amoureuse. Ce qui justifie aussi l'annulation des souvenirs à la fin du film. Alors, version Donners, il tourne autour de la Terre et remonte le temps comme dans le premier film, puisque la fin du premier film, c'est le tournage de la fin du deuxième film qu'ils ont été obligés de mettre dans le premier film. Et dans la version au cinéma, c'est le fameux bisou qui a fait poser beaucoup de problèmes, parce que c'est genre je t'embrasse et t'oublies tout, hein. En plus, on a fait l'amour et tout, hein. Alors, certes, on peut en discuter, mais c'est parce que Superman il devait, entre guillemets, annuler tout ça, mais pour une question, on va dire, comment on dit ça, de bien plus grand et tout. Après, je rentre pas dans des réflexions psychologiques, on va dire, sur le fait que le bisou efface la mémoire, qui est un truc un peu trop facile quand même, on va pas se mentir, hein. C'est genre, voilà, comme je vous disais que Superman sortait des pouvoirs de n'importe où, bah là, il sort ses pouvoirs de n'importe où, et en plus, il le refait dans le 4, je crois, il refait ça aussi, tu fais, non, là, il faut se calmer, les gars. Au bout d'un moment, il faut se calmer. Bref, bon, le 4, c'est une autre histoire. Mais dans les deux versions, il annule le souvenir. Il annule tout ça parce que ce n'est pas possible. Superman a une mission. Je tiens à préciser, tant qu'on est là, que le film est quand même très premier degré, très superficiel, hein. Il ne rentre jamais à fond dans les sujets. Mais c'est intéressant de voir que on a cette thématique qui est là. Et Superman, comme vous voyez, je vous dis, il a une mission, il a un truc, il a un machin. Parce que Superman, c'est avant tout une forme de... C'est plus un icône, ce qu'il représente, une icône, c'est ce qu'il représente. C'est pour ça que Lois Lane est amoureuse de l'icône, et non pas de l'humain derrière l'icône. Je ne sais même pas quel nom te donner. Ce qui nous amène au prochain sujet. Il y a une thématique qu'il faut quand même qu'on aborde un petit peu. Superman, super-homme, surhomme, Übermensch, Nietzsche, pensée allemande d'une certaine époque. Voilà. Alors on va un petit peu revenir là-dessus très vite fait, je ne suis pas un expert en Nietzsche, mais juste revenir sur le concept de surhomme de Nietzsche. Le concept de surhomme de Nietzsche n'a rien à voir avec la taille des muscles, il n'a rien à voir avec le fait que vous soyez blond aux yeux bleus, ni quoi que ce soit. Ce que Nietzsche, lui, il dit, c'est en gros des personnes qui arrivent à se libérer des... sans doute dire des bêtises par rapport à ce qu'il dit, mais en gros, se libérer des pensées préétablies pour penser de par lui-même, d'être au-dessus, et donc de s'élever au-dessus de sa nature humaine, et de rester enfermé dans des méthodes de pensée qui l'obligent à rester dans des cases. S'il y a des experts en Nietzsche, vous précisez. Donc, dites-moi en quoi ça s'applique quelque part concernant Superman. Je ne vois pas, même le contraire, puisque lui-même, dans le film, dans Superman 2, il revient dans sa case. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est dans le rôle qu'on lui a assigné. Donc, c'est plutôt le contraire. Nietzsche, il a aussi le concept, vous savez, de cette énergie vitale qui prend de la place, pour surpasser les autres. Il dit que, donc, tout ce qui est moral, hein, c'est la morale d'esclave qui a été inventée par les faibles pour surpasser les forts, pour les empêcher d'être forts. Or, qui sont ceux qui imposent leur force parce qu'ils ont une plus grande vitalité dans le film? Ce sont les méchants. Superman est au contraire quelqu'un de très moral, et d'ailleurs de christique, au passage, rien que ça. Donc, il est forcément
l'idée contraire de ce que mettait en avant Nietzsche par rapport à la nature humaine. Donc, dire de Superman que c'est un Übermensch, que c'est un surhomme, que machin, truc bidule, j'ai envie de dire, faut retourner lire des livres. Ou, comme c'est pas facile, en tout cas des gens qui vous l'expliquent. Voilà. Je vous avais déjà dit que la représentation de Krypton était une représentation dans cette version qui se doit de représenter la maison de Dieu, le paradis, un peu les nuages, tout ça, quoi. Parce que Jor-El, c'est Dieu qu'on voit sur Terre, son fils, bla. Et là, on a des méchants qui viennent de cette planète. Et quand les méchants arrivent, eh ben, le lien christique est encore très clair. C'est Satan qui a été chassé du paradis par Dieu. Et ouais. Donc, quand les méchants arrivent sur Terre, ce sont pas juste des Kryptoniens super forts, et on se dit 3 Kryptoniens contre 1, aïe aïe aïe, ça c'est ce qu'on voit dans le film. Mais il y a aussi évidemment cette sous-lecture, j'ai envie de vous dire. Et là, c'est important de comprendre un truc, c'est que le film Superman 2 n'existe que en tant que suite de Superman 1, comme si c'était vraiment qu'un seul film. C'est-à-dire qu'on a le premier Superman, la jeunesse, au début, il se trouve des gens qui tombent, des trucs, machin, il va chercher un chat dans un arbre, etc., il fait des choses humaines, et ensuite il y a le grand méchant, Lex Luthor, qui est un taré qui fait quelque chose. Et ce quelque chose, dans la version d'origine qui était prévue, qu'on retrouve dans la Donner's Cut, en déviant le missile vers le ciel, libère les méchants. Ça veut dire que les méchants sont libérés de par la méchanceté humaine. La méchanceté humaine fait arriver Satan sur Terre. Dans la version cinéma, on a cette scène à Paris, hein, donc évidemment un truc réalisé par Richard Lester, dans lequel on retrouve la même chose, on retrouve la solution d'envoyer une bombe dans l'espace, qu'elle explose et qu'elle libère les méchants, et donc encore une fois, on retrouve la même chose. Donc ces méchants qui débarquent sont vraiment la représentation du mal absolu. Et ces personnages, quand ils arrivent sur Terre, entre autres le Zod, le méchant, il parle d'une manière un peu bizarre. Il parle en faisant des grandes phrases, c'est un British, hein, donc il parle presque comme s'il était en train de faire un cliché de théâtre shakespearien. Is there no one on this planet to even challenge me? Et ça colle bien, parce que Jor-El part comme ça sur sa planète, pour donner ce côté solennel quand il parle à Kal-El, à Superman, il lui parle comme ça fait solennel. Et quand Zod arrive, bah lui, il vient de cette planète là-haut, et ça marque une distanciation avec les humains qu'il y a sur Terre. Alors, évidemment, au début, il voit juste une zone, et il veut la prendre, il veut la conquérir, parce que c'est le méchant. Et après, il se rend compte qu'en plus, il peut se venger de son ennemi juré. Évoquons aussi un détail subtil, c'est que le fait que Superman perde ses pouvoirs et les retrouve, on peut y voir un lien avec la crucifixion du Christ, donc la mort et la résurrection. Vous me direz, il y a un comics qui s'appelle La mort de Superman, il date d'après, vous en faites pas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, d'une certaine manière, on a donc ce christique Superman qui perd ses pouvoirs, d'une certaine manière une mort, et qui revient, et quand il revient, c'est pour sauver l'humanité. Bon, il faut évoquer l'humour du film, ça c'est Lester, par exemple la scène du combat dans la ville qui est incroyable, surtout pour l'époque. Je crois que c'était la scène la plus chère de l'histoire du cinéma à l'époque. Un truc de fou qu'ils ont fait au fin des années 70, hein, puisque là ils sont en 80, mais un truc de malade mental. Mais par contre, il fallait qu'ils mettent de l'humour et qu'ils viennent gâcher ce moment super épique, incroyable. Et le problème, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup trop d'humour qui viennent gâcher le film. Mais ça, comme on l'a vu, c'était assumé par le réalisateur et les producteurs, hein. Les producteurs, ils nous ont dit, hein, c'est pas Donner qui nous a fait le succès, hein, c'est le fait que ce soit Superman qui veulent et qui sauve des gens. Hein. Ouais, il y en a beaucoup d'humour dans ce film. Beaucoup trop. Des trucs un peu gras. Des trucs qui fonctionnent pas très bien, faut le dire. Piétons, tu sais que ça existe? Oui, non, mais c'est parce que je...
Non mais c'est Tu n'as lui. pas idée à quel point tu es empoté. Évoquons maintenant les erreurs qu'il y a dans le film. Enfin, pas toutes, parce qu'il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Alors, la version d'honneur corrige quelques trucs, je vous ai déjà dit, mais il y a quand même pas mal d'erreurs, comme je vous ai dit. Bon, bah, hein, coup de bol qu'il puisse quand même récupérer ses pouvoirs et que le truc fonctionne ensuite pour qu'il puisse les mettre dedans. Les pouvoirs de Superman qui ne sont pas définis comme ceux que l'on connaît, c'est pas vraiment une erreur, mais c'est une remarque. Le moment où Superman parle à Lex Luthor en mode Il faudrait les amener dans cette cage moléculaire, tous les trois. Elle détruira leur pouvoir et elle les rendra aussi vulnérables que des êtres humains. la Super Wii, ça n'existe pas. Dans la version Leicester, il lance son S qui devient une espèce de truc en plastique qui attrape un adversaire, il lance des lasers, il se téléporte, il se multiplie. Ça, c'est Leicester. Mais il n'empêche que les pouvoirs de Superman ne sont pas clairement définis dans le film. D'ailleurs, c'est intéressant de voir ce qui est défini dans le film. Il n'y a rien en ce qui concerne Superman n'est clairement défini. La planète Krypton, c'est très imagé, comme je vous ai dit, ce côté paradis, habitation de Dieu, mais on sait pas où ils dorment, on sait pas ce qu'ils font, voilà. Donc on a ça, on a les personnages qui disparaissent, hein. Bon, alors Otis, ils l'ont mis rapidement à la porte au début du film, tant mieux. On a le personnage de, comment elle s'appelle déjà, Teschmacher, Madame Teschmacher, comment elle s'appelle déjà? Teschmacher, j'avais raison. Qui, elle, accompagne Lex Luthor dans la forteresse de solitude, et après on la voit plus. Qu'est-ce qui se passe? Alors, elle fait partie de ceux qui ont refusé de continuer à tourner des scènes sans Richard Donner, sans doute aussi profitant que c'était le deuxième film, etc. Hein, parce que je rappelle, c'est à ce niveau-là qu'ils ont pu jouer, parce qu'ils avaient un contrat pour un film. Mais semble-t-il que dans ce que devait tourner encore Richard Donner avant son départ, il y avait une scène où il arrivait quelque chose à ce personnage, quoi qu'il en soit, son personnage disparaît du jour au lendemain. Comme Gene Hackman n'a pas tourné d'autres scènes, que ce soit dans la version Lester ou la version Donner, le personnage de Lex Luthor, on le voit dans la forteresse de solitude à la fin, et il disparaît. Qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'on fait de Lex Luthor? Rien du tout. Rien du tout. Ça reste en suspens. Ça aussi, c'est un problème du film. Ensuite, on peut évidemment toujours dire que c'est marrant, comme la Terre est très américanisée, hein, c'est-à-dire, ils arrivent aux États-Unis, ils conquièrent les États-Unis, c'est bon, j'ai conquis le monde, à peu de choses près, les vilains pas beaux. Des horreurs, il y en a plein à tout va. Superman qui perd ses pouvoirs, qui dès qu'il rencontre le premier gars sur Terre se fait casser la gueule. Et puis après, il va quand même lui régler son compte. Bon, c'est pas plus mal, hein, mais on va pas se mentir, c'est même assez plaisant hein, quand il va le remettre en place sans trop de méchanceté quand même, mais qu'il va quand même le remettre en place. C'est pas très discret. Si on prend la version Leicester, au début, on a une blague où Clark se fait rentrer dessus par une voiture et il fait ah zut et il part et il laisse la voiture défoncée comme ça. C'est juste une blague, ouais, mais il y a qu'un seul être sur Terre qui peut encaisser ce truc. Même si on est dans l'univers de DC, on est dans un univers de DC où il n'y a pas trop de choses à part Superman. Oui. Et puis on a encore d'autres. On pourrait passer des heures à parler des défauts de ce film. Vraiment, on pourrait passer des heures entre l'humour, le truc, le machin. Il y en a plein des défauts dans ce film. Alors, les différences entre les deux versions, on en a déjà beaucoup évoqué. Hein. Déjà, la Richard Donner's Cut, la Donner's Cut est plus courte de 10 minutes, comme quoi il ne faut pas chercher toujours la version plus longue. Précisons que ce n'est pas la version d'époque, hein, parce qu'il a dû réutiliser un screen test à un moment donné pour faire une scène, qu'il y a des scènes, il a été obligé d'utiliser des trucs de Richard Lester parce qu'il ne les avait pas tournés. Ce n'est pas ce qu'il aurait fait à l'époque, ce n'est pas une director's cut, mais j'avoue qu'à l'heure actuelle, on va être volontiers plutôt ce film que la version cinéma. Comme quoi, je le rappelle, que chercher la version la plus longue toujours à chaque fois, c'est pas la bonne façon de faire. Il faut chercher la meilleure version. Parmi les différences, eh ben évidemment, la présence de Monsieur Marlon Brando, remplacé par Susanna York dans la version cinéma, qui fait très bien le rôle, mais du coup, ça pose une question. S'il y a genre elle dans la machine, il y a elle, il y a aussi un autre au début qui raconte que, comme quoi les trois vilains pas beaux se sont échappés, enfin, ils ont été envoyés dans la zone fantôme et tout. Ils sont combien dans cet ordinateur finalement? C'est pas juste la relation père-fils, et donc on perd un peu cet aspect christique, peut-être du détail, mais ça y est. Et évidemment, ce qui change le plus, c'est la tonalité générale, même si tout n'est pas à jeter dans la version Leicester, je trouve. Il est intéressant de noter, je trouve quand même, comment Lois découvre qui est Superman. Je trouve que on a un truc aussi que j'ai pas dit d'ailleurs, c'est que la Lois Lane de ce film, c'est enfin, j'ai envie de dire, alors que c'est le deuxième film qui a été fait sur le personnage, la Lois Lane intelligente que tout le monde réclame.
oh là, Lois Lane, qu'est-ce qu'elle est bête, elle capte pas que Superman, il enlève juste ses lunettes, blablabla. Bah là, elle le capte. Elle le capte, tout simplement. Ouais. Ça, c'est bien, ça, c'est une bonne chose. La version Leicester, donc, comme vous le savez, elle fait son premier test en se jetant dans le Niagara, et Superman, subtilement, va envoyer ses rayons laser, va faire tomber une branche pour qu'elle puisse s'accrocher, etc., etc. Donc il va la sauver de manière discrète. Dans la version Richard Donner, elle se jette par la fenêtre, qui est quand même vachement plus osée encore, même si dans les deux cas, elle risque sa vie, hein, c'est ça le principe. Et Superman va courir en bas, il va souffler pour ralentir sa chute, il va faire sortir le truc pour le soleil, là. Bref. Personnellement, je sais pas laquelle je préfère. Parce que je trouve que il souffre quand même pour ralentir sa chute, donc il faut que ce soit ralenti, mais il faut qu'elle ne s'en rende pas compte. Les deux sont similaires. La version Leicester me paraît un peu plus logique et simple. En plus, à la fin, il fait l'idiot, il tombe aussi dans l'eau pour cacher son identité. Bon, c'est pas plus mal. Voilà, quoi. Et ensuite vient la deuxième partie qui, elle, par contre, est un petit peu plus... voilà, hein. Dans la version Leicester, Monsieur Clark Kent, on va l'appeler comme ça, se prend les pieds et tombe avec la main dans le feu. Et après il fait non, je me brûlais, il fait non, laisse-moi voir, laisse-moi voir. Et là il voit qu'il n'est pas brûlé, donc voilà, t'es Superman, t'enlèves les lunettes, transformation. Ouais, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu parce que déjà pourquoi Superman se casserait la gueule en mettant la main dans le feu? Oui, peut-être parce qu'il est tellement dans son rôle de Clark Kent que bah voilà, des erreurs comme ça peuvent arriver. Oui, mais bon, t'es Superman quoi. Je veux dire, hein, le mec qui va super vite, qui peut voler, il peut même juste ne serait-ce que ralentir sa chute pour mettre la main. Enfin, il peut faire tout ce qu'il veut sur Terre. Enfin bref, on a un peu l'impression que Superman à ce moment-là a juste envie de se révéler. Que il combat sa nature, et ça c'est intéressant d'ailleurs. Il combat sa nature. D'être le gars qui doit se cacher, mais qu'au fond de lui, il a envie qu'elle le sache, et donc qu'il va se révéler, vous voyez, pour justement avoir une histoire d'amour, comme si, au fond, et c'est une interprétation qui est pas mal. La version Richard Donner, elle sort un flingue et elle le braque, elle fait « je vais te tirer dessus ». Et ça, c'est intéressant, parce que si Superman esquive super rapidement, bah c'est lui. S'il a des armes autres, rayons lumineux, rayons laser des yeux, vision calorifique et tout ça, bah c'est lui aussi. Donc, il peut rien faire. Et là, elle lui tire dessus. Et lui, il fait, ok, tu m'as eu, ton coup. Et puis elle lui fait, c'est une balle à blanc. Je t'ai eu. Superman ne sent pas. Il a aucune sensation dans le corps quand on lui tire dessus. Si c'est ça, comment il peut sentir, par exemple, quand il fait l'amour? S'il ressent pas les trucs plus violents. Enfin, je veux dire, il sent ce qu'il y a sur son corps, quand même. Là aussi, il y a un truc qui va pas. Donc c'est pour ça que je dis, rien n'est parfait. Et la version, si la version Donner est pour moi globalement supérieure, et il y a quand même des petits trucs, même si la version Leicester, on retrouve ce Clark Kent très maladroit et tout ça, peut-être un petit peu exagéré. Il y a ce côté, j'ai envie de me révéler, mais sans me révéler, qui est quand même présent, que je trouve cool, vous voyez, que je trouve assez sympa. Bon, vous me direz, hein, dans l'autre, il a peut-être fait exprès de se révéler, hein, alors qu'il a rien senti, mais c'est pas la même approche. C'est pour ça que je dis que la version Leicester a quand même des trucs que je ne jetterai pas à la poubelle. Et une différence que j'apprécie énormément, c'est qu'à la fin de la version Leicester, on voit Superman qui vole avec le drapeau américain et qui va le remettre sur la Maison Blanche. Ok, oui, ça, on l'a déjà vu, les méchants prennent les États-Unis, blablabla. D'accord, d'accord. Les États-Unis représentent le monde dans le film. D'accord, bon, ça c'est dans tous les pays, ça se passe comme ça, hein, si un film se passe dans un autre pays, ça se passe dans un autre pays, hein, bref, d'accord. La version Donner n'a pas cette scène. Et j'apprécie. Parce que mettre le drapeau américain, ça un peu trop appuyé. Superman, quand il renonce à l'amour, il le renonce pour l'humanité. Pour toute l'humanité. Bon, après, il y a plein de débats, pourquoi est-ce qu'il fait pas ci, il fait pas ça, les comics ont déjà répondu, que si, par exemple, il nourrit un peuple qui est affamé, bah ça peut casser l'équilibre de la région, machin, je rentre pas dans les détails, mais il y a des comics qui ont déjà traité la chose. Mais Superman se veut être le représentant du sauveur de l'humanité. Il a sauvé l'humanité, la Terre, contre des envahisseurs. Tout simplement. Et donc, cette scène avec le drapeau, voilà. Puis bon, après... Je regrette de m'être absenté si longtemps. Désormais, je serai plus vigilant. Ça, c'est bien, parce que ça confirme son engagement, mais ça vient aussi du fait que Superman 3 est déjà annoncé dans le générique. Haha, pas con, les gars. Voilà, quoi. Petit aparté, juste.
Petit bonus à la vidéo. Oui, mais la version de Man of Steel développe beaucoup plus le fait qu'il combat contre des Kryptoniens, qu'il est en train de combattre et de tuer les derniers de sa population, les derniers de son peuple, etc. Tout à fait. C'est le point de vue de Man of Steel. Comme je vous ai dit, ici, le méchant, c'est Satan. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit originaire de la même planète ou je sais pas quoi. C'est juste le mal. Et il combat le mal, parce que lui, c'est le bien. C'est très simple. C'est le Christ qui repousse Satan. Voilà. Mais pourquoi ce film est quand même vachement bien? Et ça, c'est important. Eh bien, tout simplement parce que, déjà, les effets spéciaux du premier sont similaires dans celui-là. Le costume qui était tellement incroyable au niveau des couleurs, des teintes de couleurs, il est présent. L'acteur qui l'incarne, il est présent. Et, comme je vous ai dit, on est dans une continuité logique de l'histoire du précédent. Et là, il combat le boss ultime. Hein. Qu'est-ce qui peut se passer après ça? Je ne sais pas. Peut-être faire revenir un milliardaire, etc. Enfin, je tacle un peu Superman 3 gratuitement, là. Non, mais je veux dire... il combat l'adversaire ultime. Donc il y a vraiment une logique du premier au deuxième film qui fait que ce deuxième film, c'est le combat final épique ultime de cette situation. On a, qu'on le veuille ou non, une réflexion sur Superman qui se laisse tenter par ses pulsions humaines, naturelles, à faire autre chose, à fuir. Tout ça est présent dans le film. On a aussi une réflexion, comme je vous ai dit, sur le personnage, sur sa relation amoureuse. Et en fait, le film est vachement bien. Il est direct, efficace, il fonctionne bien. Alors oui, bien sûr, l'humour du film, à une époque, peut-être ça passait mieux, maintenant peut-être un peu moins bien, maintenant que je suis plus vieux, je préfère la version Richard Donner, qui fait ce qu'elle peut. Mais globalement, Superman 2 reste un excellent film de divertissement. Plus facile d'accès que le premier, malgré qu'il ait plein de défauts, si on le compare, c'est-à-dire il est clairement moins bon sur plein de points, mais honnêtement, il se peut que la plupart des gens qui regardent Superman, premier du nom aujourd'hui, se disent que la première partie est super longue et chiante. Je vous dis, je peux rien y faire, moi. Donc voilà. Et puis, évidemment, on rappelle que Superman 1 et 2 donc, forment un diptyque qui a laissé une trace incroyable, je vous en ai déjà parlé, mais aussi dans le cinéma. Hein. Je veux dire, Man of Steel s'inspire à nouveau de ces Superman-là, il va pas chercher midi à 14h. Hein. Donc, on retrouve plein de références, évidemment, Superman Returns et compagnie, qui fait pas suite au 3 et au 4, qui fait suite au 2, hein, je veux dire, voilà, quoi. Même s'il fait suite au 2, aussi on se des trucs un peu, à des moments, il faut, voilà. Bref, il y a plein de petits trucs. Superman 2, c'est excellent. C'est tout. Point barre.